Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal d'actualité hebdomadaire. Au sommaire, la création du Conseil des jeunes du district de Nyon, le nouveau visage de l'EMS de Bellevue à Beugnin et le village de Lovaux qui refuse des caméras de surveillance sur son territoire. Le Conseil des jeunes du district de Nyon est donc né. L'Assemblée constitutive avait lieu mardi soir avec l'élection d'un bureau et l'adoption des statuts. Retour sur cette soirée en compagnie du coprésident du Conseil. Vive la jeunesse. Mardi soir, le Conseil de jeunes du district de Nyon a vécu avec succès son assemblée générale constitutive. Une trentaine de jeunes étaient présents, des jeunes vifs, enthousiastes et curieux. Eh bien, il n'y a qu'à regarder l'élection du comité de préavis. Il a fallu, je crois, pas moins de 25 minutes pour les élire, tellement qu'il y avait de candidats. Donc oui, je pense que, sincèrement, les jeunes sont investis, les jeunes sont présents, les jeunes ont envie de donner leur avis. Je parlais tout à l'heure avec une jeune fille de 15 ans qui est encore à l'école obligatoire, qui s'est portée candidate à plusieurs postes, qui a posé des questions pertinentes. Et je pense qu'elle est la preuve vraiment incarnée de cet investissement de la jeunesse dans la vie de notre région. Une séance laborieuse qui a permis non seulement l'adoption des statuts, mais aussi d'élire les nouveaux membres du comité, ainsi qu'un comité de préavis d'attribution des aides financières qui sera chargé d'étudier les projets des jeunes de la région. Je pense que toutes les personnes qui voulaient se porter aux différents postes, candidats aux différents postes, ont pu être satisfaites de leur situation finale finalement. Et je pense que chacun ne repart pas frustré finalement de cette soirée. On a un comité qui, j'en suis sûr, sera très performant, un comité de préavis d'attribution des aides financières qui sera compétent, un organe de contrôle des comptes très indépendant et très investi dans son travail. Non, franchement, je pars très confiant pour les prochains mois et les prochaines années pour ce Conseil de jeunes. Le vice-président est dans le domaine de la carrosserie, je crois, si je ne me trompe pas. C'est un de vos objectifs donc atteint puisque vous avez réussi à toucher d'autres personnes que des universitaires. Exactement, c'est aussi ça l'un des grands objectifs du Conseil de jeunes du district de Nyon, c'est d'avoir un bon mix entre jeunes, c'est-à-dire 14 ans et moins jeunes, si on peut dire, 25 ans, carrossiers, universitaires, gymnasiens, ECG, garçons, filles, provenance régionale. Le but, c'est d'avoir un bon mix. Et je pense que ce soir, on a, oui, aussi atteint cet objectif-là, même si il nous manque encore quelques filles au comité, il faut le dire. Je pense que l'année prochaine, on va réussir à compenser ce petit défaut. Mais voilà, c'est l'année de lancement du Conseil de jeunes du district de Nyon, il faut être un peu indulgent avec nous. À noter enfin qu'une délégation du CDJ Nyon sera présente jeudi 21 septembre à Trélay lors de la séance du Conseil régional pour assister au vote du préavis qui concerne une demande de crédit de 36 000 francs pour accompagner le Conseil des jeunes du district de Nyon pour une phase expérimentale de 3 ans. On espère sincèrement que ce vote est une réponse positive parce que sans cette réponse positive, on risque de se retrouver avec un conseil de jeunes qui va devoir fonctionner difficilement durant les premiers mois. On fonctionnera quand même, ça c'est une certitude, mais on espère vraiment avoir le soutien des autorités, que celles-ci voient que les jeunes sont là, les jeunes sont présents et les jeunes ont envie de donner leur avis et que tout ce qui nous manque, c'est leur soutien. La suite, quelle est-elle ? La suite, c'est la première séance de comité, mise en place de plusieurs projets, de débats et la prochaine assemblée, on espère d'ici quelques semaines pour pouvoir commencer à entrer dans le vif du sujet, à savoir un débat concret sur la vie des jeunes dans le district. Voilà, et cette soirée de lancement était aussi l'occasion de demander à ces jeunes pousses de la politique locale leurs premières impressions. Andrea Braslepo leur a tendu son micro. Pourquoi vous étiez là ce soir ? Alors, je pense qu'avant tout, c'était un devoir, étant donné que le Parlement des jeunes, on le suit depuis un petit moment. On a participé à la soirée Forum Horizon, où on a pu constater donc l'attention qu'avaient les jeunes de s'investir un peu plus dans la vie culturelle du district. C'est un projet dans lequel pas mal de mes amis se sont impliqués et automatiquement ça fait un certain temps qu'on entend parler et ils étaient assez convaincants, ça m'a motivée. C'est assez rare qu'on ait l'opportunité de s'exprimer pour notre cause. Du coup, c'est toujours bien de s'impliquer quand on nous donne l'occasion. La politique m'a toujours intéressé et je pense qu'en tant que jeune, c'est bien aussi de prendre parti dans n'importe quel parti que ce soit. C'est quelque chose d'intéressant et c'est quelque chose qu'on va faire tout au long de notre vie. Donc plus tôt on s'y met et puis plus tôt on y prend l'habitude. Si j'étais là ce soir, c'était pour pouvoir réussir à aider les jeunes
de ma classe, de mon collège, de mon école, enfin de ma région en général. C'est toujours quelque chose qui m'a tenu à cœur, de pouvoir aider les gens, peut-être leur apporter du soutien. Et vous avez été élu comme secrétaire, plusieurs prétendants à ce poste. Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce poste ? C'est un poste qui demande de l'organisation, qui demande qu'on s'implique et qui a toujours une certaine utilité. J'ai été élu vice-président. C'est un grand honneur pour moi, je suis très content. Je vais jouer le rôle d'une aide préavis aux aides financières. Donc c'est un rôle qui va aider les jeunes de toutes les différentes classes et collèges ou écoles primaires ou je ne sais quoi dans leurs projets qu'ils vont entreprendre. Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous avez un lien avec la politique ou pas du tout ? Alors j'ai aucun lien quelconque. Je suis apprenti carrossier hôtelier et voilà. Et puis je suis entraîneur de foot au Stade Lyonnais. Je n'ai jamais été la fille à sortir, à aller au cinéma, dans les soirées. Ça n'a jamais été quelque chose que j'ai vraiment eu envie de faire, mais après peut-être dans la politique ne m'a jamais vraiment non plus intéressée, mais c'est sûr que après c'est une politique qui peut faire avancer le monde des adolescents. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ça peut apporter aussi un autre visage parce que la plupart des personnes ici étaient gymnasiens ou gymnasiennes et donc avoir quelqu'un qui est complètement en dehors de ça, ça peut apporter un autre regard aussi à l'investissement qu'on peut donner, ça peut donner d'autres idées. Et qu'est-ce que vous avez pensé au final de cette séance ? Vous avez dit qu'il y avait une évolution, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors j'ai vu déjà un peu plus de contenu, un peu plus de suivi, notamment vis-à-vis du président, enfin de leurs deux présidents. J'ai aussi vu un peu plus d'aisance dans la communication, quelque chose qu'ils ont peut-être travaillé aussi. Non, et je suis content de voir qu'au final, c'est des gens que je croisais lors de ma formation et que j'ai la possibilité de recroiser dans un autre contexte, en dehors du gymnase en fait. Donc c'est intéressant de pouvoir suivre un peu leur évolution et de partager nos acquis et nos compétences. Et des jeunes aux aînés, il n'y a qu'un pas ou deux. On s'intéresse à présent au nouveau visage de l'EMS de Bellevue à Beugnin, qui est dorénavant connu. Il doit remplacer l'établissement actuel qui sera, lui, démoli. Et c'est le projet Tournesol de deux Genevois qui a remporté le concours d'architecture. Florian Cavalieri. L'EMS Bellevue a déjà des bâtiments. Il y en a une partie, ils ont plus que 100 ans. Les autres, une quarantaine d'années. Ils ne sont plus du tout adaptés aux besoins d'un EMS, aussi bien pour le personnel que pour les résidents. Le projet, c'est donc de détruire l'actuel EMS entièrement et de le reconstruire. Oui, exactement, même si ça me pince un peu le cœur de voir un témoin du passé disparaître, mais on n'avait pas d'autre solution pour pouvoir mettre 68 résidents. C'est un projet qui est assez compact et puis qu'à notre avis, il répond très bien aux exigences d'un EMS qui fonctionne, mais avec un peu le côté humain, relation humaine. Le pensionnaire de EMS actuel du 21e siècle, il a quoi comme profil ? C'est une personne qui a gardé son identité à part entière, qui a des besoins et des envies, qui a aussi des exigences, qui doit pouvoir choisir s'il veut être seul dans sa chambre ou s'il veut vivre avec la collectivité. Ceci est important. Il a maintenant envie d'avoir une tablette, un ordinateur. Il a envie de recevoir des personnes et de pouvoir partager. C'est très important que ces personnes puissent déambuler sans avoir d'obstacles et qu'elles puissent aussi avoir un panorama qui est plaisant. C'est pour ça que nous avons privilégié ce projet parce qu'il y a un fascio qui permettra justement de se promener à l'intérieur de l'EMS et d'avoir toujours une vision sur cette petite place du village qu'on va essayer de créer. La cahier de charge consistait en un bâtiment assez important puisque la taille du bâtiment exigeait, on va dire, une parcelle plus grande que la parcelle existante. Donc il y avait 68 lits à mettre à disposition, plus des espaces collectifs, plus encore un centre d'accueil temporaire, donc un CAT. Notre intention, c'est de créer un projet qui anime la vie des résidents, qui incite à la promenade et qui est ouvert vers les habitants de Beugnin.
Dans le projet lauréat, ce qui nous a séduit, c'était tout d'abord sa conformité au règlement, donc l'assurance de pas trop de gros problèmes, et puis le principe d'un bâtiment à cour, qui est vraiment un des types les plus conviviaux, c'est-à-dire les personnes âgées, plutôt que regarder le lac et les Alpes, préfèrent voir bouger des gens dans la cour. Et c'est ce mode de vie, cette proposition qui est un des facteurs qui nous a séduits. Actuellement, il y a 49 résidents à l'EMS Bellevue. Qu'allez-vous en faire durant la durée des travaux? Alors, on a déjà pris contact avec Nyon et le Midi, puisque eux, ils ont un projet de construire un EMS. Donc l'idée, c'est de laisser construire l'EMS à Nyon. Dès qu'il est fini, on récupère les chambres de Bourgogne et une partie des chambres du nouveau EMS pour les 2 ans de travaux à Bellevue. La Société électrique intercommunale de la Côte, la SEIC, invite la population à une grande fête ce samedi 23 septembre à l'occasion de son récent emménagement. Une fête qui se fera sous le thème des évolutions technologiques. Avec nous, Dieter Giesiger, bonjour. Bonjour. Merci de votre présence sur ce plateau. Un mot d'abord sur le programme de samedi. Il y a pléthore d'activités ludiques, notamment, qui sont prévues. Tout à fait. Le matin, c'est la partie officielle. L'après-midi, c'est l'ouverture au public pour l'ensemble de la population de la région, de venir découvrir toutes nos activités avec les évolutions de nos activités, tout ce qu'on fait. La découverte des différents métiers de la SEIC, et puis les enfants et les grands d'ailleurs seront accueillis par un robot, Pepper le robot, en lien avec le thème donc, de cette journée. Alors, l'emménagement, au-delà de ça, ça marque aussi une évolution, une croissance très forte de la SEIC. Il y a 2 chiffres que vous aimez bien donner pour montrer cette croissance. 2005 et aujourd'hui, le nombre de collaborateurs. Alors effectivement, en 2005, on était 34-35 employés. Aujourd'hui, on est 75. Mais évidemment, c'est aussi en phase avec l'évolution de nos activités, autant dans l'électricité, dans le multimédia, dans les installations comme dans la distribution de chaleur. C'est ça qui nous a fait qu'au bout de 40 ans, on a dû quitter le bâtiment où on était logé et on s'est offert un nouveau espace de travail qui peut réunir tout le monde sous le même toit. Et avec un véritable espace client cette fois-ci. Et il y a encore une deuxième phase, il y a les équipes techniques, sauf erreur, qui sont encore dans l'ancien bâtiment, et ce sera pour 2019, où là, toutes les équipes de la SEIC seront réunies sous le même toit. Sur cette croissance, alors, les raisons, il y a l'évolution technologique, bien sûr, il y a la libéralisation du marché de l'électricité, qui a obligé finalement des acteurs comme la SEIC à se diversifier. Quels sont aujourd'hui les domaines, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, par exemple tout ce qui est chauffage à distance, ça c'est un domaine important pour la SEIC, mais la domotique aussi. D'accord. Alors si je prends l'un après l'autre, il y en a effectivement l'ouverture du marché a aussi entraîné plus de travail, plus d'administration, qu'aujourd'hui un client puisse quitter son fournisseur historique et puis se faire approvisionner par quelqu'un d'autre. C'est beaucoup plus facile. C'est aussi sa nécessité, plus de collaborateurs, plus de mesures pour pouvoir le faire. Effectivement, c'est un domaine. Après, comme vous avez relevé, c'est un nouveau domaine d'activité qu'on a commencé 2006-2007, qui est le chauffage à distance. Le premier était celui de Beugnin. Et on a après rentré dans le capital de Purtini, où il y a un chauffage à distance. Et puis, aujourd'hui, on chauffe Eikenot, l'écoquartier de Gland. Pour l'ensemble de ces 1200 personnes, on apporte la chaleur. Et je le disais aussi, un secteur où il y a beaucoup d'attentes, c'est la domotique. Là aussi, la SEIC se profile clairement dans ce domaine-là. Aujourd'hui, les installations électriques, ce n'est pas seulement un interrupteur. Aujourd'hui, vous voulez tout un concept derrière. Quand vous rentrez chez vous, quand vous voulez enclencher, il n'y en a pas seulement à enclencher la lumière, il y a peut-être à changer les stores. Vous voulez peut-être déclencher la musique et des éléments supplémentaires. Ça nécessite toute une nouvelle approche dans l'installation électrique à l'intérieur des logements. Donc, si on vous suit bien, a priori, l'avenir est rose pour la SEIC. Moi, je pense qu'il y en a, comme partout, de la concurrence et il faut toujours se positionner avec des nouveautés, des évolutions technologiques et apporter des solutions aux demandes des clients.
La SEIC qui ouvre ses portes au public, c'est ce samedi 23 septembre de midi à 17h. C'est à l'avenue du Mont-Blanc pour découvrir donc ces nouveaux locaux avec, on l'a entendu, un certain nombre d'animations qui sont prévues. Merci beaucoup, Dieter Giesiger, et puis bonne fête pour samedi. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous le disais dans les titres, il n'y aura pas de caméra de surveillance à Levaux. Le conseil communal a refusé d'entrer en matière alors que le village se dit en proie à des incivilités à répétition. Je vous propose d'écouter la syndic Chantal Landero. Elle est au micro de Rodolphe Henner. Alors il y a 2 ou 3 ans, on a commencé à avoir des déprédations qu'on estime venir de notre jeunesse. Ce qui nous a le plus touché, en fait, c'était des départs d'incendie dans les WC publics et à la déchetterie. Et puis à la suite de ces événements, on s'est posé la question des mesures qu'on pourrait prendre pour diminuer en fait ces risques et ces dangers qui pourraient survenir. Et on a envisagé, entre autres, la possibilité de poser des caméras. Et en prenant des renseignements, on s'est rendu compte qu'une commune, pour poser des caméras, elle devait avoir des bases réglementaires. Donc, on s'est dit que là, on avait un vide dans nos documents, puisque la commune ne possède pas de règlement sur la vidéosurveillance. Et puis on s'est dit que c'était peut-être le moment de combler ce vide de manière anticipative, c'est-à-dire que même si la municipalité aujourd'hui, on n'a pas du tout envie de poser de caméra, mais on s'est dit que si ça devenait crucial et que les événements devaient s'empirer, eh bien on aurait déjà gagné du temps sur le processus en fait. Une des craintes de votre conseil communal était de vous donner une sorte de chèque en blanc consistant à ce que la municipalité puisse installer quand elle le souhaitait et n'importe où. Alors je reviens de nouveau, ça ne laisse pas la liberté à la commune puisque la commune n'est pas toute puissante, puisqu'elle doit encore avoir l'aval du canton sur l'endroit. On ne pourrait pas placer par exemple une caméra, je ne sais pas moi, sur le préau de l'école. Je ne pense pas que le canton nous autoriserait à poser une caméra, même si nous, on en avait le désir. Le jour où la municipalité aurait eu envie de poser une caméra, rien ne nous empêchait, même pour 6 000 francs, de faire un préavis et de demander l'aval de notre conseil pour cette caméra qu'on aurait peut-être posée à la déchetterie ou à un endroit propice. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a véritablement urgence ou non ? Non, il n'y a pas d'urgence aujourd'hui. On a pris d'autres mesures parce que c'est aussi dit, le préposé à l'image dit que les communes doivent avoir pris d'autres dispositions avant d'utiliser la vidéosurveillance. Aujourd'hui, par rapport à ces incivilités, on a fait des séances de médiation avec notre jeunesse et en fait, les cas ont légèrement diminué. De temps en temps, on a de nouveau un départ de feu, donc ça ne s'est pas totalement stoppé. C'est une élection particulièrement disputée qui se tiendra ce dimanche à Bassin. 2 municipaux ont démissionné en début d'année pour raison de santé. Et pour leur succéder, pas moins de 5 candidats sont en lice. Rodolphe Henner. Aujourd'hui, on se retrouve donc avec 2 places à prendre et 5 candidats sur 3 listes différentes. Oui, alors l'enjeu il est surtout pour eux, parce que c'est eux qui sont candidats, c'est comme dans le sport, donc il y aura 2 élus. Maintenant, l'enjeu pour la municipalité, c'est que au plus vite, ces personnes s'intègrent dans le sens où leur agenda devra coller avec les multiples rendez-vous qui les attendent et qu'ils accélèrent leur formation de telle manière qu'ils soient performants sur les dossiers, aussi bien associatifs intercommunaux que pour les affaires communales. On a sur 5 candidats, 2 candidats sur la même liste qui sont soutenus par la municipalité actuelle. À quel degré soutenez-vous ces 2 candidatures ? Alors, la municipalité soutient par l'habitude, c'est-à-dire que nous l'avions annoncé au conseil communal. La municipalité ouvre une liste, comme toujours à Bassin. 2 personnes sont venues spontanément au bureau nous dire qu'ils étaient intéressés. Et comme nous, on a toujours dit que les gens qui venaient sur la liste, on les gardait sur la liste d'entente villageoise par rapport aux anciennes élections.
Et puis, en plus, nous avons reçu une indication de la préfecture qu'il fallait 2 noms par liste. Alors, vu le climat, on ne pouvait pas ouvrir plus que 2 noms, parce que ça remettait de l'huile sur le feu. Donc, on a préparé la liste comme on l'avait annoncé, et puis c'est tout. Donc, il y a un soutien, bien sûr, logistique, parce qu'il fallait ouvrir cette liste, mais maintenant, c'est au peuple de choisir qui ils vont mettre. La municipalité a fait son travail, point final. Pour en revenir à cette élection complémentaire, attendez-vous une grande participation de la part de la population? 5 candidats, c'est pas anodin. Donc c'est très très difficile de faire un pronostic et je m'y hasarderai pas parce que je crois que ça serait pas rationnel. Maintenant, le problème de ce qui s'est passé, je pensais que Bassin avait viré dans les luttes partisanes avec le GCB. Pour moi, ça constituait un point important. Parce que même qu'on ne soit pas à 3000 habitants, je pense que la question de la proportionnalité doit être débattue au conseil communal. Et je trouve que même si on n'est pas à 3000, Bassin devrait se poser la question si on ne doit pas anticiper cette proportionnalité. Je pense que l'avantage, c'est que ça clarifie la problématique. Et aujourd'hui, ce que nous vivons dans l'élection complémentaire, c'est exactement ça. Un manque de clarté où la population ne se retrouve pas dans ces 5 candidats en disant « mais attendez, on ne comprend plus, il y a un groupement qui était hostile à la municipalité, mais ils ne présentent pas, ils ne soutiennent pas de candidats. » Donc je ne fais pas une attaque à qui que ce soit. Je dis on doit anticiper et on doit être performant, donc il faut qu'on aborde le problème. C'est oui, c'est non, mais au moins on sait de quoi on parle. Donc moi je pense qu'on doit avoir un débat de fond et je crois qu'avant la fin de la législature, il faudrait se poser la question si oui ou non on ne doit pas passer une proportionnelle. En bref, le point sur l'actualité du Conseil régional est le retour de la mascotte du zoo de la Garenne, un condensé proposé par Rodolphe Henner. Ce jeudi soir, le conseil intercommunal du district de Nyon se prononcera sur un montant de 459 337 francs pour le financement solidaire du passage inférieur de la gare de Gland. Un projet qui, lui, est estimé à 10,5 millions de francs. Conseil intercommunal, toujours avec le financement solidaire pour le réaménagement de la route suisse entre Founet et Mille. Un projet cantonal à 25 millions de francs, rendu possible par la décision de Coppet en juin dernier de refuser un référendum s'opposant à ces réaménagements. Le Parlement régional tranchera ce jeudi soir quant à sa participation à hauteur de 1,3 million de francs. Conseil intercommunal encore avec l'élection au comité de direction après le départ de la Roloise Françoise Tecon et Baizen. 2 candidats sont en lice, Jean-Luc Aldimand et Frédéric Magny. Enfin, le conseil intercommunal se prononcera sur la modification du règlement avec un point en ligne de mire, l'augmentation du délai pour l'étude des préavis. C'est un souci des conseillers intercommunaux de vouloir obtenir plus de temps pour pouvoir tout d'abord faire le travail en commission, puis ensuite pouvoir le présenter aux délégués pour que les communes, les délégués puissent prendre finalement position avant le conseil intercommunal. À la Garenne, la célèbre toundra, lynx décédée il y a 18 mois, est de retour. Celle qui est devenue la mascotte du zoo revient cette fois-ci empaillée, et ce, pour l'éternité. L'association Zoé for Life organise une grande journée de mobilisation ce samedi à Rolle, une journée de mobilisation sur le sujet du cancer de l'enfant. Avec moi, 2 invités, Nathalie Guignard, bonjour. Bonjour. Vous êtes trésorière de Zoé for Life et également avec nous Nicole Scobie, bonjour à vous. Présidente donc, de l'association, c'est une première pour l'association, cette journée de samedi. On va rappeler que le mois de septembre est un mois de mobilisation contre le cancer de l'enfant. Pourquoi avoir eu besoin d'organiser une journée, la journée de samedi? Alors, Day for Life, c'est en fait la 2e version. C'est la 2e fois qu'on fait Day for Life à Rolle. À la place du château. À la place du château, oui. Et puis, c'est justement parce que le mois de septembre, c'est le mois international de sensibilisation au cancer de l'enfant. On a diverses actions pendant le mois. Par exemple, on a nos petits rubans dorés qu'on trouve dans divers commerces en Suisse romande. Et puis, on avait l'envie de faire vraiment une journée de sensibilisation. Pour marquer le coup. Pour marquer le coup, qui est aussi une journée de levée de fonds, parce que pour soutenir toutes les actions de Zoé for Life. Alors justement, ces actions, Nathalie Guignard, au quotidien, c'est quoi?
Le quotidien de l'association, c'est vraiment une recherche de fonds constamment. C'est vrai que chaque franc compte, on dit toujours qu'il n'y a pas de petits dons. On vit exclusivement grâce aux dons. Donc c'est vrai que c'est un travail qui est tous les jours présent. Et puis cette manifestation, c'était aussi un moyen d'encourager les gens de nous soutenir d'une autre façon que de simplement faire un don par un virement bancaire, par exemple. D'où l'importance justement d'une journée comme celle-ci. Alors, intéressons-nous un petit peu au programme. Nicole Scobier, il y a 2 temps forts. Il y a d'un côté le challenge de Zoé et l'autre le village de Zoé. Expliquez-nous un petit peu ce qu'on pourra y voir. Oui, alors le challenge de Zoé, c'est un défi en équipe. Donc, c'est des équipes de 4 à 8 personnes qui se sont inscrites déjà il y a plusieurs mois. C'est une course d'orientation? C'est comme une course d'orientation. C'est pas extrême sportif, c'est plus pour le fun. C'est des défis. À travers la ville de Rolle, les équipes auront une carte et elles vont trouver les postes et faire des défis. Et puis ensuite, elles doivent récolter des fonds entre-temps au nom de leur équipe. Et du coup, le village de Zoé, alors là, il y a pléthore d'animations, de choses qui sont possibles pour les enfants et les grands également. Voilà, tout à fait. Il y a des animations pour les enfants. On a de la chance de pouvoir compter sur des partenaires comme les pompiers qui viennent, des ateliers cupcakes, il y a des ateliers bijoux, du maquillage, de la musique avec un groupe de musique. On a plein d'animations pour petits et grands, effectivement. Beaucoup de partenaires qui jouent le jeu. On a la chance d'avoir notre parrain et notre marraine qui seront aussi présents ce jour-là. Qui sont-ils? Mike Perez, donc, qui était avant membre du comité, qui nous suit, qui a été impliqué dans l'association depuis le début. Voilà, qui a été impliqué dans l'association depuis le début. Et puis Whitney Toloy, qui est notre marraine depuis ce printemps, en fait, qui sera là aussi pour nous aider à ce que cette journée soit vraiment une belle journée réussie. Cette année, le soleil sera là, contrairement à l'année passée. Donc, on est déjà ravis rien que de ça, parce qu'on a eu beaucoup de succès l'année passée, malgré la pluie. Donc, on espère voir beaucoup de personnes. Et l'entrée est vraiment... Enfin, il n'y a pas d'entrée, c'est vraiment accessible à tout le monde. Ouvert à toutes et à tous, et puis ouvert surtout pour toute la famille. Oui, absolument. On l'a dit, il y a des animations et la possibilité de pouvoir faire un don, si on le souhaite, durant cette journée. Ah oui, absolument. Il y a la possibilité de faire un don. Il y aura aussi le stand de Zoé for Life où il y a des objets à vendre, entre autres des parapluies. On n'en aura pas besoin cette année. On a pensé à ça à cause de l'année dernière. Et puis, oui, on espère juste voir beaucoup de monde qui viennent cette journée-là. Et sinon, en dehors, évidemment, de cette journée, il y a possibilité de soutenir l'association à tout moment de l'année. Il n'y a pas que le mois de septembre, naturellement. Et là, on passe par votre site Internet, simplement. Tout à fait. C'est vrai que le site Internet, où il y a toutes les coordonnées bancaires, c'est vrai que c'est... 300 000 francs par année minimum que l'on doit trouver pour pouvoir tenir les engagements que l'on a maintenant. C'est vrai qu'on va fêter nos 5 ans l'année prochaine et puis plus on aura, plus on pourra faire. Et je pense qu'on a déjà démontré qu'on a réussi à faire une différence. Et ça, c'est grâce au soutien qui nous est accordé, à la confiance que les gens nous font en faisant des dons. Donc c'est vrai qu'on continue vraiment, on espère vraiment que ça continue dans ce sens-là et que les gens continuent de nous faire confiance. Alors on le sait, Zoé for Life a été créée suite au décès de votre fille, Zoé. On peut dire aujourd'hui que Zoé est devenue grande? Oui, je pense. C'est joliment dit. Merci beaucoup pour votre présence. On le rappelle, ce samedi 23 septembre à Rolle, Day for Life, une journée d'action, une journée d'animation au château de Rolle. Bonne journée d'ores et déjà pour samedi. Merci pour votre présence. Merci à vous pour votre fidélité et votre attention. À suivre le débat avec Rodolphe Henner et ses invités. Cette question hautement politique, et si on changeait le mode d'élection? À la semaine prochaine. Ciao.